Le milliardaire l'avait invitée pour l'humilier, mais elle est apparue comme une déesse et a réduit toute la salle au silence. Elle n'était qu'une analyste invisible, toujours ponctuelle, toujours correcte, jusqu'à ce qu'elle devienne la risée d'un pari cruel entre millionnaires. Adrien Delaroche, l'intouchable PDG, a décidé de l'inviter à un gala de charité, non par respect, mais par pure moquerie. Mais Chloé Dubois avait bien plus que des tableurs et du silence. Elle portait des cicatrices, des promesses, et une fierté que personne dans ce monde ne connaissait. Et cette nuit-là, il n'a fallu qu'une robe, un pas et un regard. Elle n'y est pas allée pour être acceptée, elle y est allée pour qu'on se souvienne d'elle. Le rire résonna au 39e étage, comme une gifle déguisée en charme. Chloé s'arrêta dans le couloir, serrant le dossier de rapport contre sa poitrine. Le rire venait de la salle de réunion panoramique, où Adrien Delaroche et sa suite d'amis millionnaires trinquaient au milieu de meubles en cuir blanc et de baies vitrées blindées donnant sur la Défense. « Sérieusement, Adrien ?» La voix moqueuse était celle de Maxime Beaumont. « Tu vas vraiment emmener cette fille au gala de la Fondation Lumière ?»« Cette fille ?» ironisa Éléonore Fournier. « Et tu veux dire la petite analyste du fond du couloir, celle avec ses baskets grises et sa gamelle qu'elle mange à son bureau ?» Chloé se figea. Elle savait qu'elle ne devrait pas écouter, mais il était trop tard. La voix d'Adrien lui-même fendit l'air. « Oh, allez, imaginez la scène. Elle, dans cette salle de bal, essayant de marcher en talons, entourée de gens importants. Ça va être mémorable. Fais-le, Adrien. Ce sera le spectacle de l'année, acheva Thomas, riant presque aux éclats. La prolo qui essaie de jouer à la princesse. Les mots transpercèrent Chloé comme des aiguilles. 2 ans de travail éthique, efficace, à tout rendre avant la date limite. Et c'était ce qu'il pensait d'elle ? Pendant un instant, tout en elle vacilla. Elle voulut laisser tomber les papiers sur place et s'enfuir loin de cet immeuble froid et doré. Mais quelque chose s'alluma à l'intérieur. Une vieille flamme. Des nuits avec sa grand-mère Hélène, qui cousait à la lueur d'une bougie. De sa mère, hospitalisée, lui disant « Tu vaux plus que ce que le monde est capable de voir ». Elle prit une profonde inspiration, leva le menton et frappa à la porte. « Entrez !» dit Adrien, le visage déjà parfaitement neutre. Chloé entra. Elle ne parla pas de ce qu'elle avait entendu. Elle se contenta de tendre les rapports d'une main ferme. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'à cet instant, Chloé Dubois avait cessé de baisser la tête. Chloé Dubois avait toujours eu un don silencieux, passé inaperçu, tout en améliorant le fonctionnement de tout ce qui l'entourait. C'était elle qui organisait les rapports avant même qu'on les lui demande, qui tenait des délais impossibles avec le calme de quelqu'un qui a déjà affronté bien pire. Elle arrivait à 6h40, partait à 20h10 et ne se plaignait jamais, ni quand on l'ignorait, ni quand on confondait son badge avec celui du personnel de nettoyage. Mais derrière le blazer discret et les pas légers dans les couloirs du groupe Laroche, il y avait une femme forgée dans les batailles. Fille de Sylvie Dubois, infirmière à l'hôpital public et élevée par mamie Hélène, qui avait soutenu la famille avec des broderies et de la foi, Chloé avait appris très tôt que le monde ne fait aucun cadeau à ceux qui viennent d'en bas. Pourtant, elle a persévéré. Elle a travaillé comme vendeuse, livreuse pour une application et tutrice scolaire, tout en suivant des cours du soir en administration publique, avec une bourse complète et en prenant un bus bondé. Elle dormait peu, lisait beaucoup. Elle savait que le monde de l'entreprise n'avait pas été conçu pour quelqu'un comme elle, mais elle voulait se creuser une fissure, juste une, et à travers cette fissure, prouver que c'était possible. Quand elle a réussi le processus de sélection de Laroche, une entreprise très convoitée, elle a appelé sa mère en pleurant. La communication a été coupée au milieu, mauvais réseau à l'hôpital, mais l'émotion était déjà passée. 2 ans plus tard, elle était là. Un bureau au fond du service d'analyse, un contrat à durée déterminée renouvelé 3 fois, un salaire honnête, mais une invisibilité totale. Malgré tout, elle souriait. Et elle se souvenait d'une phrase que sa grand-mère répétait comme une prière. Un arbre avec de profondes racines se rit du vent. Chloé avait des racines. Elle avait une histoire. Il ne lui manquait qu'une chance. Mais cet après-midi-là, en sortant de la salle de réunion les yeux brûlants et le cœur solide, elle le sut.
Cette chance ne viendrait de personne. Il faudrait l'arracher. Chloé n'a jamais voulu de luxe, ni de bijoux, ni de voyage, ni de gros titres. Elle voulait la paix. Elle voulait marcher dans la rue sans crainte, s'asseoir à une table sans être jugée sur ses vêtements ou son accent, regarder n'importe qui, riche ou non, dans les yeux, et savoir « j'ai de la valeur, moi aussi ». C'est pour cela qu'elle étudiait si dur, même fatiguée. C'est pour cela qu'elle économisait chaque centime pendant que ses collègues commandaient des déjeuners à 30 € via une application et jetaient de la nourriture en fin de journée. Elle avait d'autres projets. Depuis toute petite, en voyant sa mère partir à 5 heures du matin dans sa blouse d'infirmière, elle rêvait de réussir. Non pas pour frimer, mais pour ouvrir des portes à d'autres comme elle. Elle trouvait beau de lire des articles sur des femmes issues de la diversité qui occupaient des postes de direction, des juges, des médecins, des diplomates. Elle voulait faire partie de ce groupe invisible qui changeait le monde sans attirer l'attention. Mais il y avait un désir encore plus intime, plus ancien, être vue, pas remarquée, vue. Elle voulait qu'on la regarde vraiment, non pas comme quelqu'un qui porte des dossiers, mais comme quelqu'un qui porte de la dignité. Elle voulait entrer dans un lieu de pouvoir, sans sentir son corps se rétrécir. Elle voulait porter une belle robe, sans se demander si elle aurait l'air prétentieuse. Elle voulait rire fort, sans être jugée vulgaire. Elle voulait que ses cheveux soient complimentés, pas simplement tolérés. Elle voulait que quelqu'un lui dise « tu as ta place ici ». Et surtout, elle voulait que sa mère voie ça. Que Madame Sylvie, aujourd'hui hospitalisée en oncologie, sache que tous ses efforts en valaient la peine. On avait diagnostiqué à sa mère une tumeur agressive 8 mois plus tôt. Depuis, Chloé se partageait entre le travail, les visites et les factures médicales. Elle avait déjà utilisé toutes ses vacances pour l'accompagner à ses examens. Elle n'avait jamais demandé d'aide à personne, pas même lorsque l'argent a commencé à manquer. Parce que Chloé ne voulait pas être considérée comme un cas social. Elle voulait être considérée comme forte. Et c'est pourquoi, en sortant de cette salle ce jour-là, après avoir entendu ces rires froids et cette fausse invitation au gala, quelque chose en elle s'est brisé. Non pas de rage, mais de détermination. Elle s'est assise à son bureau, a pris une profonde inspiration et a ouvert un nouvel onglet sur son navigateur. Elle a tapé « Comment s'habiller pour un gala black tie ?» Les images l'ont effrayée, des robes de soie, des coiffures qui ressemblaient à des œuvres d'art, des talons qui semblaient impossibles à porter. Tout était hors de prix, tout était inaccessible, tout était fait pour lui faire peur. Mais elle a souri, parce qu'elle avait appris à ne pas reculer devant des images préfabriquées. Ce n'était qu'une barrière invisible de plus, et elle en avait déjà sauté tant d'autres. Elle a pris son téléphone et a appelé Léa, une amie de l'université, aujourd'hui créatrice indépendante dans un petit atelier à Belleville. « Léa, j'ai besoin de toi. Dis-moi tout, ma belle. On m'a invité à un bal. Mais ce n'est pas une invitation. C'est un piège. Ils veulent se moquer de moi. Ils veulent me voir échouer. » Silence à l'autre bout du fil. « Alors tu vas y aller. Et tu vas briller si fort qu'ils devront porter des lunettes de soleil. » répondit son ami, sans la moindre hésitation. Chloé se mordit les lèvres. L'émotion la submergea sans prévenir. « Mais je n'ai rien. Ni robe, ni argent, ni tu m'as, moi. » Et c'est déjà un excellent début. C'était ça. Le désir de Chloé n'était pas la vengeance, c'était la justice. Elle voulait, pour une nuit, occuper cette salle de bal comme si elle y était née. Non pas pour faire semblant d'être riche, mais pour leur rappeler que la richesse et la valeur sont deux choses bien différentes. Et si cette nuit-là elle tombait, trébuchait, était ridiculisée, au moins elle y serait allée, la tête haute. Le lendemain matin, Chloé s'est réveillée avant son réveil. Son corps était endolori, mais son esprit était déjà ailleurs. Elle s'est levée, a préparé le café de sa grand-mère, a pris son téléphone et est partie sans manger. À 7 heures du matin, elle était déjà devant la porte de l'atelier de Léa. « Entre vite, ma grande. J'ai 3 idées en tête et pas un sou pour les réaliser toutes, » dit son ami en sortant déjà des tissus, des croquis et des échantillons du sol. Léa était l'opposé de Chloé.
expansives. Elles parlaient fort, portaient des imprimés comme une armure. Mais entre elles, il y avait un pacte ancien. L'une apportait le courage, l'autre la stratégie. Et à ce moment-là, Chloé avait besoin des deux. Pendant des heures, elles ont essayé des coupes, cherché des références, analysé des photos de l'événement des années précédentes. Ces gens ne s'habillent pas, ils performent leur statut, dit Léa, en montrant la photo d'une mondaine avec des plumes et des bijoux dans les cheveux. On ne va pas rivaliser, on va surprendre. Le plan était simple, paraître cher, sans dépenser une fortune. Une robe sur mesure, un maquillage discret, des cheveux relevés avec élégance et une touche de lumière. Chloé n'allait imiter personne. Elle allait ressembler à la femme qu'elle avait toujours été, mais à plein volume. Mais alors que tout semblait bien parti, les obstacles sont apparus. Le magasin de tissus lui a refusé le paiement en plusieurs fois. La couturière qui devait faire les finitions a annulé à la dernière minute. Et au travail, l'ambiance est devenue plus glaciale que la climatisation de l'étage de la direction. Le jeudi, alors qu'elle traversait le hall la tête basse, Chloé a entendu, sans le vouloir, une nouvelle conversation dans l'ascenseur. « Elle y va toujours ?» demanda Thomas en riant. « Adrien a confirmé hier », répondit Éléonore avec dédain. « On dirait qu'elle va vraiment tomber dans le piège. » Mon Dieu, j'espère qu'elle aura la décence de ne pas porter un de ces trucs achetés en solde. Ça va être épique, conclut Maxime. En entendant cela, quelque chose a tremblé en elle. Un écho d'insécurité qu'elle pensait avoir surmonté. Elle est rentrée chez elle, les yeux lourds et le cœur serré. Elle est restée de longues minutes devant le miroir de la salle de bain. Il était encore temps de renoncer. Envoyer un SMS poli. Dire qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle remerciait pour l'invitation, mais que malheureusement... Mais elle a alors entendu la voix faible de sa mère de l'autre côté de la porte. « Ma chérie, tu as déjà acheté ta robe ?» Chloé a ouvert. Sylvie était debout, s'appuyant avec effort sur le cadre de la porte. « J'essaye, » dit-elle en forçant un sourire. « Tu entreras dans cet endroit la tête haute, parce que tu n'y vas pas seule. Tu nous emmènes toutes avec toi. » Ces mots lui ont traversé les veines comme du fer rouge. Le vendredi après-midi, avec un prêt d'urgence et l'aide de Léa, la robe était prête. Elle était noire, avec des lignes épurées et un tissu mat. Pas de paillettes excessives, pas d'ostentation. Mais quand Chloé l'a enfilée, le silence a envahi l'atelier. « On dirait une reine ancestrale », murmura Léa. Chloé n'a pas souri, mais ses yeux brillaient. Le matin de l'événement, Adrien de la Roche a posté une photo sur Instagram avec la légende « Ce soir, c'est le gala » et quelques surprises. Les commentaires riaient, pariaient, se moquaient. Mais Chloé ne les a pas lus. Elle était occupée, à respirer profondément, à s'entraîner à marcher, à s'apprendre à être vue. Et pendant que les riches se préparaient à rire, elle se préparait à gagner. Mais le pire restait à venir. La berline noire de l'entreprise est arrivée à 19h03, ponctuelle comme l'exigeait le protocole. Le chauffeur a ouvert la portière d'un geste mécanique. Chloé est descendue avec précaution. La robe, élégante, sans excès, tombait jusqu'à ses chevilles. Les talons noirs, loués pour un week-end, ralentissaient ses pas. Ses cheveux, relevés en un chignon agrémenté de petites tresses, révélaient une nuque délicate et altière. Le maquillage soulignait ses yeux, mais ne cachait pas qui elle était. Elle a pris une profonde inspiration devant l'hôtel de Soubise, siège de la Fondation Lumière, un ancien hôtel particulier rénové où colonnes de marbre et tapis rouges servaient désormais de vitrine à l'élite parisienne. À l'entrée, un agent de sécurité barrait discrètement le passage à ceux qui n'étaient pas sur la liste. Un couple est arrivé avant elle et a été accueilli avec des sourires, des flashs et de fausses accolades. Quand ce fut le tour de Chloé, elle s'est approchée de l'hôtesse avec une posture ferme. « Bonsoir, Chloé Dubois, j'accompagne monsieur Adrien de la Roche. » La jeune femme a tapé le nom sur la tablette, puis a levé les yeux. La pause a été trop longue. « Un instant, s'il vous plaît. » Elle s'est éloignée et a chuchoté quelque chose à un autre employé. Chloé a senti les regards autour d'elle, les chuchotements, les rires étouffés de deux jeunes hommes qui l'analysaient clairement de la tête aux pieds. Quelques secondes plus tard, l'autre employé s'est approché.
Ah oui, mademoiselle est sur la liste, vous pouvez entrer. Mais le malaise était déjà installé. En entrant dans la salle, le choc a été immédiat. Murs dorés, rideaux de velours, lustres en cristal qui semblaient faits de larmes. Un orchestre jouait dans un coin. Tous les invités avaient une coupe de champagne à la main et un nom connu du tout Paris. Et tous l'ont regardé, non pas avec curiosité, mais avec un mélange de surprise, de jugement et de dédain. Elle ne faisait pas partie du décor, pas comme les autres. Elle était une rupture. Qui est-ce? D'où sort-elle? Elle doit être de l'organisation, ou la bonne action de la Roche. Les murmures n'arrivaient pas en mots clairs, mais ils se lisaient dans les yeux, sur les lèvres qui bougeaient sans son, dans les sourires cyniques qui dissimulaient le malaise de voir une étrangère fouler leur tapis. Elle a marché d'un pas ferme jusqu'au bar, a demandé de l'eau, a gardé le menton haut. Et c'est là qu'elle a vu le groupe. Maxime, Éléonore, Thomas et Adrien. Tous très bien habillés, riant aux éclats, jusqu'à ce que les yeux d'Adrien croisent les siens. Pendant un instant, il y a eu un silence. Il semblait surpris. Peut-être parce qu'elle était venue, peut-être à cause de son apparence, peut-être parce que, de près, Chloé ne ressemblait plus à une blague, mais à une présence. « Tu es venu, finalement », dit-il en s'approchant avec une coupe de vin à la main. Ses yeux parcoururent son visage. Sa voix était neutre, mais quelque chose vacillait. « Comme convenu, » répondit Chloé. « Tu es très belle. »« Merci. Est-ce que ça te dérange ?» Il a ri, mal à l'aise, mais avant qu'il ne puisse répondre, Éléonore est apparue à ses côtés. « Adrien, mon chou, tu ne me présentes pas ton accompagnatrice ?» dit-elle en feignant un sourire. « Éléonore, voici Chloé Dubois. Elle travaille avec moi. » Ah, le « A » s'est étiré, comme si elle avait mordu dans un citron. « Vous travaillez sur des tableurs, c'est ça? Fascinant. Je suis fasciné par les chiffres et par le courage. » Le sous-entendu était aussi clair que la lumière des lustres. Chloé a souri avec délicatesse. Les tableurs révèlent des schémas, et les schémas révèlent le caractère des gens. Éléonore a ri, mais son regard a bouilli. Maxime s'est approché juste après. « Alors, Chloé, prête à plonger dans le monde des élites? Seulement s'il y a un gilet de sauvetage. Je ne sais pas nager dans l'arrogance. » Il a fait semblant de rire. Mais tout le monde a senti le coup. Pourtant, l'atmosphère était cruelle. Chaque conversation était accompagnée d'une question déguisée en mépris. « Vous venez d'où exactement? Vous avez déjà voyagé hors de France? Votre sac, c'est la nouvelle collection? Vous êtes de la famille de ces Dubois qui ont un salon en banlieue ?» Chloé répondait avec élégance, mais elle sentait ses genoux trembler, non par faiblesse, par lassitude de devoir toujours prouver qu'elle méritait d'être là. Et le plus cruel, Adrien ne disait rien. Il restait silencieux, riant avec ses amis, les laissant l'utiliser comme divertissement social. À chaque minute, l'humiliation grandissait. À chaque pas, elle sentait qu'elle était évaluée, mesurée, étiquetée. Et même lorsque le sénateur Lefebvre, l'un des invités les plus influents, a loué sa prestance et l'a invitée à discuter, elle l'a remarqué. Cela n'a fait que provoquer plus de venin dans les yeux de ceux qui la méprisaient. Elle a voulu s'enfuir, partir, s'enfermer dans les toilettes et pleurer. Mais non, elle resterait. Parce que celui qui encaisse les coups à l'entrée mérite de danser dans la salle. Dans le jardin de l'hôtel particulier, loin des lumières et des flashs, Chloé a enfin laissé ses épaules retomber. Appuyée contre une froide colonne de pierre, elle regardait le ciel nuageux comme pour y chercher des réponses. Le son étouffé de la musique venait de loin. Le rire des riches sonnait comme une moquerie, et la brise légère, qui faisait bruire les feuilles des arbres, semblait plus douce que n'importe qui à l'intérieur. Elle sentait son corps raide, comme si chaque muscle était devenu une armure. Mais à l'intérieur, il n'y avait que silence et douleur. Cette nuit était le paroxysme de tout ce qu'elle avait toujours craint, être présente, mais invisible, être vue, mais pas accueillie, briller et pourtant être traitée comme une erreur dans le décor. Pendant 2 heures, elle avait essayé de garder le contrôle. Elle avait souri avec élégance, répondu avec fermeté, n'avait pas perdu sa contenance.
Mais à chaque mot tordu, à chaque rire forcé, à chaque regard de mépris caché derrière des compliments ambigus, quelque chose en elle s'effritait. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'est demandé « Ai-je eu tort d'essayer ?» Elle ne voulait pas être acceptée. Elle voulait être respectée. Et dans cette salle, le respect était distribué en fonction des noms de famille, des marques de chaussures et d'une capacité surnaturelle à feindre l'affection. Là, le courage était confondu avec l'effronterie, et la vérité avec la honte. Elle a sorti son téléphone de son sac, a lu le message de sa mère, envoyé des heures plus tôt. « Ma chérie, je t'imagine comme une princesse, avec ce regard de celle qui porte des générations sur ses épaules. Je t'aime. » Les mots lui ont serré la poitrine plus fort que les talons ne lui serrèrent les pieds. Elle a rangé son téléphone. Elle ne voulait pas répondre maintenant. Si elle écrivait quoi que ce soit, elle s'effondrerait. Et dans ce jardin, seule, elle n'avait pas la permission de s'effondrer, ni la force. C'est alors qu'elle a entendu des pas. Elle s'est retournée rapidement, essuyant les larmes avant qu'elle ne tombe. C'était une jeune femme, noire, les cheveux rasés sur les côtés et une robe simple mais stylée. Elle portait un plateau avec des verres vides. « Salut, tout va bien ?» a demandé la jeune femme. Chloé a hésité. « J'avais juste besoin d'air. Je vois ce que c'est, » dit l'autre en posant le plateau sur le muret. « Je m'appelle Inès. Je travaille dans l'équipe de soutien. Je suis surtout en coulisses. Je suis Chloé. Je sais qui tu es. Je t'ai vu arriver. Tu étais magnifique. » Chloé a souri pour la première fois depuis des heures. « Vraiment ? Vraiment. Et je ne parle pas de la robe. Je parle de l'allure, de la posture, du courage de mettre les pieds là-dedans avec ces gens qui pensent être faits d'or fondu. » Chloé a ri un peu gênée. « Tu parles comme ma grand-mère. Alors ta grand-mère est sage. » Il y a eu un silence agréable entre elles. « Je peux te dire un truc ?» dit Inès. Le personnel du traiteur a fait un pari. Il disait que tu partirais en courant avant le dîner, que tu ne tiendrais pas le coup. Ils t'ont appelé la scène de l'année. Chloé a fermé les yeux. Génial, mais j'ai parié le contraire. J'ai parié que tu resterais, que tu t'assoirais à la table d'honneur, que tu sortirais d'ici la tête droite. Pourquoi ? Parce que tu me rappelles quelqu'un qui n'accepte pas d'être rabaissé. Et tu sais ce qui est le plus beau ? C'est que tu es toujours là. Tu es là, Chloé. Et il y a beaucoup de gens là-dedans qui meurent de peur à cause de ça. Chloé a pris une profonde inspiration. J'aimerais juste que ma mère puisse voir ça. Elle le verra. Même si elle n'est pas là, il y a des choses qu'une mère sent même de loin. Une autre pause. Je peux te donner un conseil, dit Inès en reprenant son plateau. Retourne-y, danse une chanson, souris à ceux qui te détestent. Parce que rien que d'être là, tu as déjà gagné. Et avant que Chloé ne puisse la remercier, Inès repartait déjà dans le couloir de service, d'un pas ferme et la tête haute. Chloé est restée là 1 minute de plus, à respirer, à ajuster sa robe, à essuyer ses yeux, et est retournée. Elle est retournée dans la salle comme on revient d'une guerre, non pas pour vaincre les autres, mais pour se retrouver elle-même. En entrant, Adrien l'a vue, de loin. Son regard était différent, moins arrogant, plus curieux. Elle a marché lentement, ignorant les regards. Elle n'avait pas besoin d'être acceptée, elle avait juste besoin d'exister, et plus personne n'allait lui enlever ça. Lorsque l'orchestre a annoncé la prochaine valse, quelque chose a changé dans l'atmosphère. C'était comme si tout le monde attendait, observait, testait, mais avant que quiconque ne puisse agir, quelqu'un l'a appelée par son nom, et tout a commencé à changer. Seulement, elle ne savait pas que ce quelqu'un était sur le point de tout changer. Avez-vous déjà dû ravaler vos larmes pour ne pas montrer de faiblesse ? Avez-vous déjà dû sourire pendant que le monde entier vous jugeait intérieurement ? Si oui, commentez présent ci-dessous, juste pour que je sache que vous avez ressenti ça aussi. Parce que cette histoire n'est pas seulement celle de Chloé, c'est celle de tous ceux qui ont été traités comme inférieurs et qui ont décidé de continuer malgré tout. Chloé Dubois, la voix était ferme, masculine, et ne venait pas du groupe qui l'insultait.
Elle s'est retournée et a vu un homme d'âge mûr, en costume impeccable, avec des lunettes discrètes et une expression bienveillante. « Je suis Bernard Lambert, directeur de la Fondation Lumière. J'ai entendu dire que vous faites partie de l'équipe d'analyse du groupe Laroche. » Elle a hoché la tête, encore surprise. Les regards autour d'eux se sont tournés vers eux. « J'ai entendu un de vos commentaires tout à l'heure, pendant le cocktail, sur la redistribution des fonds dans les projets éducatifs. J'aimerais en savoir plus. » Monsieur Lambert n'était pas n'importe qui. C'était l'une des têtes pensantes de l'événement, responsable des décisions stratégiques de la Fondation. Chloé a pris une profonde inspiration. « Bien sûr, j'ai seulement fait remarquer que dans certains territoires de banlieue, les appels à projets ne sont pas clairs quant à la maintenance post-installation. Cela finit par créer une structure creuse. » Monsieur Lambert a souri, un vrai sourire. « Vous parlez avec assurance. Avez-vous déjà envisagé de présenter cela à un comité d'examen? Nous en constituons un avec des gens de divers domaines. Nous avons besoin de voix comme la vôtre. Ce serait un honneur. » À ce moment-là, quelqu'un s'est raclé la gorge derrière Monsieur Lambert. C'était Éléonore. Son regard avait perdu son vernis de cordialité. « Bernard, mon cher, vous allez vouloir vous asseoir avec le conseil d'administration ou avec l'équipe de la charité ?» dit-elle avec un venin caché sous un ton enjoué. Mais il n'a pas mordu à l'hameçon. « Avec quiconque a quelque chose de pertinent à dire, Éléonore. Bonne soirée. » Et il s'est tourné à nouveau vers Chloé. « Nous nous reparlerons plus tard. » Et il est parti. Chloé a senti son cœur s'accélérer, non pas pour la validation, mais parce que, pour la première fois de la soirée, quelqu'un l'avait vue pour ce qu'elle était vraiment, son esprit, ses idées, sa valeur. Elle était de retour dans la salle principale lorsque la musique a changé, et le maître de cérémonie a annoncé « Mesdames et messieurs, nous invitons tous les couples pour la valse d'ouverture. » Sous les projecteurs, Monsieur Adrien de la Roche et son accompagnatrice de la soirée. Un projecteur s'est braqué sur eux. Adrien s'est approché. « Voulez-vous danser ?» Chloé a hésité. Les souvenirs de cet après-midi sont revenus. Le rire, le pari, l'intention. Mais elle a aussi pensé à tout ce qu'elle avait enduré jusqu'ici. Et avec la posture de quelqu'un qui a déjà décidé que personne n'utilisera sa propre lumière contre elle, elle a répondu « Allons-y ». Ils sont entrés au centre de la piste. Les lumières se sont tamisées. Le silence est tombé. Et la valse a commencé. Il lui a pris la main avec délicatesse, comme s'il tenait un secret. « Tu es différente », a-t-il murmuré. « Je ne le suis pas. C'est vous qui me voyez maintenant. » Adrien a semblé digérer cela avec un demi-sourire teinté de culpabilité. Les pas de Chloé étaient fermes, contrôlés. La musique coulait comme une ligne d'équilibre entre deux mondes. Pendant qu'il dansait, elle entendait les commentaires « Qui l'eût cru ?» Elle danse bien, elle a de la présence. Et, quelque part entre le premier et le deuxième tour, elle a compris. Il ne s'agissait pas d'être accepté. Il s'agissait d'exister sans demander la permission. La danse s'est terminée sous des applaudissements contenus. Non pas pour elle, mais pour l'impact que sa présence provoquait. Une femme ordinaire, à la place réservée aux extraordinaires. Mais la différence était que Chloé n'avait jamais été ordinaire. Adrien lui tenait toujours la main quand il a dit, dans un murmure, « Je dois te présenter mes excuses. Vous l'avez déjà fait avec l'invitation. Il ne vous reste plus qu'à me montrer que vous étiez sincère. » Ils sont retournés à table ensemble, mais cette fois, les regards qui les suivaient n'étaient pas de dédain. Ils étaient de doute, de malaise. Après tout, qu'y a-t-il de plus dangereux pour une élite habituée au contrôle, une femme qui sourit, même quand on voulait la voir tomber? Le dîner a été servi en silence pour certains. Pour d'autres, avec des commentaires croisés et de discrets coups de coude sous la table. Mais pour Chloé, c'était un autre type de banquet. Non pas pour les verres en cristal ou les noms importants autour, mais parce que, pour la première fois, elle sentait que son corps ne s'excusait plus d'être là. À chaque conversation entamée, à chaque réponse donnée avec fermeté, quelque chose en elle se réalignait. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la présence. « Vous travaillez dans l'analyse d'impact social ?» a demandé l'une des conseillères de la Fondation assise en face d'elle.
Je travaille avec des données depuis quelques années, mais en vérité, j'observe les gens, et les chiffres ne sont qu'une autre façon de raconter des histoires. La femme a souri. C'est une belle façon de voir les choses. Avez-vous déjà pensé à vous orienter vers le secteur public? J'ai pensé à m'orienter vers n'importe quel endroit où je n'ai pas besoin de me déguiser en invisible. Le commentaire était délicat, mais direct, et il a fait changer le ton des regards alentour. Adrien, à côté, ne faisait que l'observer. Maintenant en silence, non par arrogance, mais par respect. Elle n'était plus son accompagnatrice. Elle était une présence autonome, une force. Entre les plats, Chloé est allée aux toilettes. Elle a traversé le couloir comme quelqu'un qui connaît déjà le chemin. En passant par l'un des salons latéraux, elle a de nouveau entendu les voix familières. « Vous le sentez ?» disait Éléonore. Elle prend la grosse tête. Si Adrien lui donne plus de cordes, elle va vouloir devenir PDG de l'entreprise. C'est impressionnant ce qu'une robe peut changer, a dit Maxime. On se moque d'elle et maintenant on devrait l'applaudir? Vous avez sous-estimé la mauvaise femme, a dit une voix masculine, plus basse. Elle l'a reconnue. C'était Adrien. Le silence qui a suivi a été un coup de poing. Chloé n'est pas entrée, ni n'a discuté. Elle a simplement continué jusqu'aux toilettes et s'est regardée dans le miroir. Mais cette fois, son reflet ne tremblait pas. Elle a arrangé ses cheveux, a mis une touche de brillant à lèvres et est retournée dans la salle. Quelques minutes plus tard, elle a été appelée sur la scène improvisée de la fondation où M. Lambert a annoncé « Nous invitons des professionnels ayant des expériences réelles à contribuer au nouveau comité d'impact. » Et c'est un honneur d'avoir parmi nous ce soir Chloé Dubois, qui s'est engagée à nous envoyer une proposition initiale. Les applaudissements sont venus peu à peu, mais ils sont venus. Elle a remercié d'un signe de tête, sans trop sourire. Il y avait encore des batailles à mener. Il était plus de minuit lorsque les invités ont commencé à partir. Chloé est allée sur le balcon, a observé la ville illuminée et a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. De la légèreté. Adrien s'est approché, un manteau à la main. Il fait froid. Le voulez-vous? Elle a accepté. La laine était douce, mais le geste, inattendu. J'ai été cruel avec vous, dit-il en regardant la nuit. Et pire encore, je m'en suis amusé. Je n'ai réalisé à quel point j'étais petit que lorsque vous avez commencé à devenir immense devant tout le monde. Et qu'allez-vous faire de cela maintenant? A-t-elle demandé. Il n'a pas répondu tout de suite. Je peux commencer par vous demander de rester, pas seulement ce soir, mais dans l'entreprise, avec moi, dans mon équipe directe, en dirigeant quelque chose qui a du sens. Elle a pris une profonde inspiration. Si c'est une réparation, merci, mais je ne suis pas là pour être réparé ou promu par culpabilité. Je n'accepterai que si c'est pour construire quelque chose de vrai. Adrien a hoché la tête. Alors construisez avec moi. Chloé l'a regardé dans les yeux, et à cet instant, elle a vu de la sincérité, mais aussi de la peur qu'elle dise non. Elle n'a pas répondu. Elle a seulement rendu le manteau et s'est éloignée, d'un pas calme, la posture intacte. En montant dans la voiture, elle a reçu un message de sa mère. « Je t'ai vu à la télé, ils t'ont reconnu. Je le savais, je l'ai toujours su. » Elle a fermé les yeux, a souri, mais n'a pas pleuré. Le temps des larmes était révolu. Maintenant, c'était le temps du choix. Mais la décision qu'elle prendrait serait sans retour. Lundi, siège du groupe La Roche. L'ascenseur est arrivé au 42e étage avec son bruit feutré habituel. Les portes se sont ouvertes, révélant le même couloir neutre, la même réception silencieuse. Mais les regards n'étaient plus les mêmes. Chloé est passée devant des collègues qui la saluaient à peine auparavant. Maintenant, ils détournaient le regard ou esquissaient des sourires timides et forcés. La renommée de la soirée de gala s'était répandue plus vite que n'importe quel rapport. Elle ne portait ni talons, ni robe longue. Elle était en basket blanche, en jean et en chemise bleu clair. Mais elle marchait comme quelqu'un qui connaissait son propre chemin, non pas parce qu'elle avait été invitée, mais parce qu'elle avait décidé de rester. Elle s'est arrêtée devant la porte en verre dépoli du bureau d'Adrien de la Roche. A frappé une fois. Est entrée sans attendre de réponse. Adrien était là,
en costume comme toujours, mais avec une expression plus humaine que d'habitude. L'homme qui jouait autrefois avec le pouvoir comme avec un jouet coûteux semblait maintenant faire face à quelqu'un qu'il ne savait plus comment contrôler. « Chloé !» commença-t-il en se levant. « J'ai juste besoin de 10 minutes. Après, je pars, » dit-elle fermement. Il a hoché la tête, reculant d'un pas. Elle a posé sur le bureau une enveloppe Kraft. Dedans, il y a un plan de restructuration de la division d'impact social de l'entreprise. Je l'ai organisé en me basant sur les rapports oubliés qui se trouvent dans le dossier autre du système. Parce que c'est ce que votre direction fait habituellement avec les sujets qui n'impliquent pas d'argent rapide. Elle les ignore. Adrien a ouvert l'enveloppe, mais il n'arrivait pas à suivre. Chloé continuait déjà. « Je sais ce que je vaux. Et pour la première fois, je sais que vous le savez aussi. Mais je ne suis pas venu ici pour demander une place. Je suis venu pour proposer du travail. Et plus que ça, je suis venu pour présenter un choix. » Adrien a froncé les sourcils, curieux. « Soit vous me mettez là où je peux vraiment diriger, sans avoir à sourire pour dissimuler les préjugés, sans faire semblant de n'avoir pas vu les rires. Soit je pars. Mais je pars avec mon nom renforcé. Parce que maintenant, Adrien, maintenant, je ne suis plus l'employé invisible. » Elle a respiré, laissant les mots résonner. « Je suis Chloé Dubois, et j'existe. » Adrien l'a regardé pendant de longues secondes. Il n'y avait plus d'ironie en lui, seulement du silence, du respect, et, peut-être, un peu de peur. Parce que les hommes comme lui ne savent pas comment gérer les femmes qui découvrent leur propre force. « Vous voulez diriger le projet social ?» a-t-il demandé. « Je veux diriger un secteur qui fait la différence, avec de l'autonomie, avec une équipe, avec un budget, et je veux signer en tant que directrice. » Adrien a hésité, non par doute sur sa compétence, mais parce qu'il comprenait l'ampleur du changement que cela représentait. « Ça va déranger beaucoup de monde, » a-t-il dit. « Alors commencez à préparer la salle, » a-t-elle répondu. Adrien a souri, sincèrement pour la première fois. « Considérez que c'est fait. » Elle a tendu la main. Il l'a serrée. Sans jeu, sans faveur, sans dette. À la fin de cette journée, une note de service interne annonçait « Chloé Dubois prend la direction de la responsabilité sociale du groupe La Roche avec une autonomie stratégique et un siège au conseil d'impact. » Le brouhaha a été immédiat. Mais Chloé ne s'est pas cachée. Le lendemain matin, elle est montée sur la scène de l'auditorium interne et a parlé à tous les secteurs de l'entreprise. On parle beaucoup d'innovation ici, mais l'innovation sans justice, c'est juste du privilège maquillé. Je ne veux pas être l'exception, je veux faire partie d'une nouvelle règle. Et je vous préviens dès maintenant, porte ouverte à qui veut construire, mais fermée à qui veut seulement maintenir les choses comme elles ont toujours été. Elle a été applaudie, par certains avec enthousiasme, par d'autres avec appréhension, mais elle a été applaudie. La semaine suivante, elle a rendu visite à sa mère à l'hôpital. Elle portait un dossier rempli de documents et une fleur. Elle s'est assise à côté du lit, a pris la main de sa mère et a dit « J'ai réussi, maman. Maintenant, ils vont devoir m'écouter. Tous. » Sylvie a souri les yeux fermés. « Je le savais. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Tu avais juste besoin d'apparaître. » Et elle était apparue. 2 mois plus tard, Chloé a lancé un programme de mentorat pour les jeunes des quartiers populaires au sein du groupe La Roche. Dans la première promotion, il y avait 5 jeunes femmes de couleur. L'une d'elles portait des baskets grises, une chemise simple et un regard méfiant. Chloé l'a appelée près d'elle et lui a dit « Ici, tu ne t'excuseras pas d'exister. Ici, tu vas apprendre à prendre ta place. » Ce n'était que le début. Mais pour quelqu'un qui a vécu en étant invisible si longtemps, être vu était déjà une révolution. Dans les mois qui ont suivi l'annonce de sa nouvelle direction, le nom de Chloé Dubois a commencé à circuler dans des cercles où, auparavant, elle n'apparaissait que comme une ligne discrète sur les tableurs des autres. La nouvelle directrice du groupe La Roche présente un plan d'impact social axé sur une inclusion réelle, titrait un magazine économique. Une femme de banlieue prend un poste de direction chez un géant de la technologie, publiait un portail dédié à la diversité en entreprise. Et pour beaucoup à l'intérieur, c'était insupportable.
Éléonore Fournier a été l'une des premières à réagir. La semaine suivant l'annonce, elle s'est présentée à une réunion du comité de la Fondation Lumière avec un sourire glacial et un commentaire acide. La nouvelle directrice semble déterminée à transformer La Roche en ONG. J'espère que les actionnaires sont préparés à la baisse des bénéfices. Mais elle a été interrompue par Monsieur Lambert. Les bénéfices baissent lorsque le public perd confiance. Et s'il y a une chose que Chloé a ramenée, c'est la confiance dans la mission de l'entreprise. Maxime Beaumont a également tenté de dissimuler son agacement. Lors d'un dîner avec des investisseurs, il a lâché « c'est louable ce qu'ils font avec la diversité, mais voyons combien de temps ça dure. Ces initiatives meurent généralement quand la mode passe. » L'un des partenaires présents a répondu sans hésiter. Si ça dépend de la compétence de Chloé, ça durera plus longtemps que votre prochain mauvais investissement. Il n'y avait plus d'unanimité autour des intouchables. Le pouvoir changeait de camp, et ceux qui l'avaient toujours eu en héritage commençaient à le sentir. Thomas, qui riait autrefois aux éclats des blagues sur la fille au tableur, évitait maintenant de la croiser dans les couloirs de l'entreprise. Lors d'une réunion de direction, il a tenté d'interrompre Chloé pendant une présentation. Avec tout le respect que je vous dois, Chloé, mais ne pensez-vous pas que c'est un peu trop d'idéalisme pour le marché actuel? Elle l'a regardé fixement, sans se détourner. Thomas, l'idéalisme, c'est de continuer à faire semblant que le monde n'a pas changé. Ce que je propose, c'est de la stratégie avec de la responsabilité. Mais si vous voulez, je peux vous le dessiner avec des graphiques colorés, comme vous les aimez. La salle est tombée dans un silence gêné, mais M. Lambert, présent à la table, a esquissé un sourire contenu. Adrien de la Roche, quant à lui, a adopté une posture différente. Depuis que Chloé avait pris ses fonctions, il avait commencé à se mettre en retrait. Il observait plus qu'il ne parlait, et quand il parlait, c'était pour soutenir ses idées. La presse l'a remarqué. Lors d'une table ronde sur l'innovation à Paris, on a demandé à Adrien: « Votre nouvelle directrice vient d'un parcours atypique pour un poste de direction. Qu'est-ce qui vous a poussé à parier sur elle ?» Il a répondu, sans quitter l'auditoire des yeux, « Ce n'était pas un pari, c'était une vision. L'avenir des entreprises n'est pas de garder les mêmes noms au même poste. Il est de placer des gens qui voient ce que les autres ne voient pas. Et Chloé me l'a appris de la manière la plus honnête possible. En étant elle-même, même lorsque nous avons essayé de la faire douter d'elle. » L'auditoire a applaudi. Chloé, qui regardait depuis une loge, a simplement pris une profonde inspiration. Elle ne voulait pas d'applaudissements. Elle voulait de la continuité. Pendant ce temps, dans la rue où elle a grandi, les nouvelles se répandaient avec fierté. Mamie Hélène racontait à toutes les voisines au marché: « Ma petite fille est devenue directrice, vous savez, elle change tout là-bas, dans le centre, et sans jamais nous oublier. » Léa, qui avait maintenant une file d'attente de commandes à son atelier, a été invitée à animer des ateliers dans des quartiers avec le soutien de l'entreprise. À la Fondation, le nouveau programme social s'adressait aux filles des écoles publiques. L'une d'elles, lors de la première rencontre, a demandé à Chloé: « Avez-vous toujours eu du courage ?» Elle a répondu: « Non, mais j'ai appris à ne pas fuir la peur. » Parce que la peur ne respecte que ceux qui continuent d'avancer, même en tremblant. Au groupe La Roche, certaines personnes ont commencé à suivre son exemple. Une analyste junior, noire avec des tresses, a proposé un projet de mentorat interne. Un stagiaire trans a obtenu un espace pour parler de langage inclusif. Une responsable des RH a révisé les pratiques de recrutement sur la base d'un rapport rédigé par le nouveau secteur de Chloé. C'était l'effet domino silencieux de la dignité. Mais tout le monde n'a pas bien réagi. Lors d'un déjeuner d'affaires, un cadre supérieur a chuchoté à un autre: « Cet endroit devient trop politique, trop sensible. Avant, il n'y avait que les résultats qui comptaient. » Chloé a entendu, n'a pas répondu. Elle s'est simplement levée, lui a remis un dossier avec les nouvelles données du projet d'impact social et a montré que les résultats avaient augmenté de 12% depuis son arrivée. Les résultats et le respect ne sont pas des rivaux, ce sont des alliés. Tout dépend de qui dirige. L'homme s'est tu, et dans ce silence,
Chloé savait. Elle était en train de gagner, non pas en criant plus fort, mais en restant là où on n'avait jamais voulu qu'elle soit. Des mois plus tard, en fin d'après-midi, Chloé était assise sur le banc d'un square, mangeant un épi de maïs avec sa mère, maintenant en convalescence. Elle riait d'un pigeon effronté qui essayait d'en voler un morceau, quand Sylvie a dit, sans prévenir, « Tu as changé ». Chloé a souri. « J'espère que pour le mieux. Tu es devenue solide, tu as toujours été forte, mais maintenant tu es solide. Avant, tu portais le monde sur tes épaules. Maintenant, tu choisis ce que tu veux porter. » Chloé est restée silencieuse. Ça faisait un peu mal, mais c'était beau. Pendant des années, elle avait cru qu'elle devait prouver quelque chose, qu'elle devait être parfaite, contenue, imbattable, invisible, mais la plus grande leçon qu'elle a apprise, c'est que la dignité ne vient pas de l'extérieur. Elle n'est ni donnée, ni prêtée. La dignité, c'est quand on choisit son propre ton de voix, quand on décide où l'on met les pieds et pourquoi, quand on se regarde dans le miroir et qu'on sait « je ne me suis pas vendu pour m'intégrer là où on ne m'a pas invité ». Elle ne voulait devenir le symbole de rien, ni un drapeau, ni un exemple. Elle voulait juste exister sans s'excuser. Elle voulait du respect, celui qu'on n'a pas besoin de conquérir à chaque geste, à chaque parole, à chaque vêtement. Et maintenant, après tout, elle comprenait, elle n'a pas gagné parce qu'elle s'est conformée. Elle a gagné parce qu'elle a refusé le moule. Et en faisant cela, elle a créé de l'espace pour d'autres aussi. Après cette nuit au bal, plus rien n'a été comme avant. Chloé n'est pas devenue une célébrité, ni une couverture de magazine, mais elle est devenue une référence à l'intérieur et à l'extérieur du groupe Laroche. Sa présence dans les conseils d'administration de l'entreprise est devenue constante. Sa parole, autrefois ignorée dans les emails, était maintenant à l'ordre du jour des réunions. En peu de temps, elle a créé des partenariats avec des universités publiques, des projets avec des ONG et des programmes de stage axés sur une inclusion véritable. Pas de façade. Chacune de ces actions semblait simple, mais dans l'ensemble, cela changeait tout. Adrien Delaroche, il est resté à la tête de l'entreprise, mais il n'était plus le même. Il s'est mis à écouter davantage, à déléguer davantage, et surtout à voir ce qu'il ne voyait pas avant, que diriger, ce n'était pas garder le sommet intact, mais faire de la place à ceux qui portent le sol sur leurs épaules. Lui et Chloé ne sont jamais devenus un couple, mais ils sont devenus des alliés. Et cela, en soi, était déjà une révolution. Léa, l'amie qui a cousu la robe, est devenue une référence de la mode afro-urbaine. Elle a été invitée à exposer à la Fashion Week de Paris. Et quand on lui a demandé comment elle avait commencé, elle a répondu « en cousant du courage pour une amie qu'on avait décidé de sous-estimer. » Éléonore, elle a demandé un congé de la fondation. Elle a dit qu'elle voulait un peu de temps pour se repositionner sur le marché. On ne l'a plus jamais revue dans les événements de l'élite avec le même éclat. Maxime et Thomas, ils ont été lentement déplacés vers des secteurs sans visibilité. Le monde de l'entreprise ne pardonne pas à ceux qui s'obstinent à conserver leur arrogance une fois que le vent a tourné. Et Madame Sylvie, elle a recouvré la santé petit à petit. Elle s'est mise à marcher le matin, à s'occuper de ses plantes, à écrire des lettres. Un dimanche, avec une robe à fleurs et un sourire serein, elle a dit « Maintenant, je peux me reposer en sachant que ma fille est debout toute seule. » Et elle l'était. Debout, entière, sans déguisement, sans peur. Si cette histoire vous a ému, laissez un like. Cela montre que vous croyez à la force de ceux qui résistent en silence pendant si longtemps. Dites-moi de quelle ville vous regardez. Je veux savoir jusqu'où l'histoire de Chloé a voyagé. Abonnez-vous à la chaîne si vous croyez aussi que le respect ne devrait pas être un privilège, mais un droit fondamental. Et maintenant, choisissez l'une des histoires que j'ai laissées à l'écran et rejoignez-moi pour la prochaine vidéo. Parce que s'il y a une chose que nous ne pouvons plus accepter, c'est d'être traités comme des invisibles.